monde et bienvenue dans un nouveau podcast et vidéos. Et oui, on change un peu le format, on continue à vous proposer plein de podcasts, mais aussi des vidéos avec la team Collectif Le Réseau. Et aujourd'hui, je pars à un entretien avec 2 personnes. Alors, on va partir à la découverte d'Happy Misfit Publishing avec Steve et Karl. Salut. Comment vous allez ? Très bien, merci de nous recevoir. C'est un peu à guet-apens parce qu'ils n'étaient pas prêts. À la base, c'était un podcast, après, c'est parti en vidéo. Mais à la base, on devait aller dans un bar. L'histoire est sombre. Sombre et un peu longue. Bah déjà, un peu revenir sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Puis ensuite, on va un peu apprendre à connaître votre travail, votre parcours. Qui êtes-vous ? Yes. Je vais commencer. Donc moi, c'est Steve Aubert. Donc actuellement, je suis à la tête d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Happy Misfits Publishing. Avant ça, j'ai été développeur pendant 7 ans. Avant ça, j'ai fait de la restauration. Encore avant ça, du journalisme. Et voilà, c'est à peu près mon parcours. Après, t'étais né. Parce que tu peux pas tout faire non plus. Et voilà, ouais. Ok. La petite histoire. Ok, ça marche. Et toi, Karl ? Et moi, du coup, je m'appelle Karl. Je suis artiste, auteur. Ça, c'est la nuit. La journée... Tu es Batman ? La journée... Ouais, j'aimerais bien, mais ce sera compliqué. Dans la journée, je bosse... taf de bureau un peu chiant. Ok, donc tu vis pas encore de la pas création artistique. Pas encore, mais... J'espère que ton patron ne verra pas la vidéo. Non, mais en fait, ce que tu veux dire là, c'est que tu fais pas encore un... Enfin, c'est pas un métier vraiment de passion que tu fais, c'est un métier alimentaire, mais au final, comme beaucoup d'artistes, moi j'ai interviewé beaucoup de dessinateurs et dessinatrices qui nous n'arrivent pas forcément... Ouais. Donc ouais, artiste-auteur, je dessine et puis j'écris. Ok. Et voilà. Ok, ça marche. Et peut-être avant d'aborder Happy Misfit Publishing, votre rencontre, comment vous êtes rencontrés, comment vous avez été emmenés à collaborer ensemble ? Oh là là, c'est beau. Là, vous pouvez pas, du coup, je vais essayer de capter entre le podcast et l'audio. Donc, les gens qui nous écoutent, ils se sont fait un regard. C'était très, très beau. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne. Et voilà, ça, c'est... Vous allez voir ce regard très intense. Donc, après ce regard, voilà, comment s'est fait cette rencontre ? Je réponds, tu vois. Vas-y, Karl. Je fais une partie, tu fais la deuxième partie. Oh là là. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés l'an dernier à l'occasion d'un événement à la Goutte d'Or à l'Écomusée. Une exposition sur la bande dessinée. Et moi, j'y étais exposant. C'était ma toute première expo. J'y étais avec un de mes meilleurs potes et une pote aussi qui sont tous les 2 artistes. Donc, on était tout gaze, tout contents. C'était notre première expo. Il y avait plein d'autres aussi artistes vraiment talentueux. Et Steve est passé par là. J'exposais aussi, en fait. Ah ouais ? Vas-y, raconte ta version. Et en plus, maintenant. vous avez un bonus, vous avez 2 histoires Deux histoires. pour le prix d'une. Ma version, c'est que t'as déboulé, t'avais l'air chic, je t'ai taxé une garo, on a commencé à discuter, et on a gardé contact. Et il habite dans le 19, j'habite dans le 19, il m'a dit gros, je fais un barbecue la semaine qui suit. Ah ouais, déjà, t'étais dans le barbecue. Ouais, ça fait 5 ans que je suis dans le barbecue. Et je fais aussi des barbecues à côté de tout ça. D'accord. Venez. Ça vaut le détour. Et donc, Steve, ta version. Donc, tu exposais. Donc en gros, cette expo dont on nous parle, dans laquelle il y avait Kiba aussi. Ok. Donc, il était parmi nous à ce moment-là. En fait, elle a été organisée justement, donc on en parlait juste avant, il y a un bar où on va souvent dans le 19e, le même à Keene, et du coup, il y a un barman qui travaille là-bas qui s'appelle JP qui organise énormément d'événements. Et donc, c'est lui qui a organisé cet événement. Du coup, Karl passe du temps là-bas, moi je passe du temps là-bas, on le connaît. Et en fait, chacun, indépendamment, on se connaissait pas du tout tous les deux. Il nous a invités. Et donc, j'ai exposé aussi. Je venais juste d'avoir le nom de la boîte. La boîte n'existait pas, c'était fou le projet. J'avais genre des anciennes planches d'un de mes dessinateurs, Akram. De la première version de Who Wants to Be God, donc un gros projet qu'on va sortir. Mais genre des trucs, finalement, qu'on va pas publier, mais c'était juste pour... En gros, on m'avait invité, fallait que j'expose des trucs. Donc, j'ai balancé des planches qui dataient. J'ai un dessinateur, Pierre, qui a dessiné des kaijus à la volée. Ceux qui sont affichés chez moi, je pense que tu vois. Ouais. Pour cette expo. Genre, le mec, en une semaine, il m'a pondu les 4. Donc, j'ai des trucs à mettre sur les murs, en fait, tu vois. Et mais oui, donc du coup, j'ai exposé là-bas. Je les ai rencontrés, on a pris nos contacts et en fait, on est resté en contact tout le long. Et les 2 versions se recouvrent maintenant. Ouais. Au moins, il y a une fin qui est logique. On se parle plus du tout. Je sais pas pourquoi je suis là. et ouais, du coup, on est resté en contact. Et surtout, en fait, à l'époque, on avait chacun pas mal d'idées, des projets, mais qui étaient qu'au stade d'idées à ce moment-là.
Et en fait, au fur et à mesure, donc, que ce soit lui, moi ou justement son meilleur pote Jérémy, on a tous step up, on a tous commencé à enclencher nos projets au même moment. Et voilà, on s'accompagne depuis hier. Et du coup, Karl bosse en ce moment en plus de ses projets à lui, sur une BD de Happy Misfits. Ouais, justement, on va en parler parce que toi, tu as ton gros projet qui est Happy Misfits Publishing. Toi, tu en fais partie, mais tu as aussi un projet à côté qui s'appelle Arc. C'est ça. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les projets différents et comment c'est, facile, ou en tout cas l'idée que vous avez eue de vous lier? Parce qu'on a vraiment cette impression qu'il y a une idée de collectif que tu veux avoir, toi, de communauté, et que toi, ça marche aussi. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps quand on pense à une maison d'édition où la rivalité, la concurrence fait un peu légion. Donc, ouais, toi, d'abord avec Happy Misfits, puis toi, Arc, et puis après, votre connexion. Ouais, donc Happy Misfits, donc pour ceux qui ne savent pas encore du tout ce que c'est, donc nouvelle maison d'édition, on a deux gros objectifs. Le premier, c'est de publier des auteurs qui n'ont jamais été publiés. Le deuxième, c'est de les rémunérer de façon juste. Donc en moyenne, je raconte beaucoup cette histoire en ce moment, en moyenne, le prix du livre en France, les auteurs reçoivent en fait sur le prix du livre en France en moyenne 8% de ce qu'on va débourser à la caisse. On dit en moyenne, il y en a qui touchent beaucoup moins. Donc il y a des gros auteurs qui compensent, qui ont peut-être touché 15%, et encore. Ça c'est du coup les personnes très très connues. Ouais, et encore, ça reste hallucinant qu'ils soient que dans ces eaux-là. Donc le but est d'essayer de faire les choses différemment, parce qu'au-delà du fait qu'une fois qu'on est rentré dans l'industrie, on est mal payé, il y a le fait d'y rentrer. C'est compliqué quand on connaît personne, quand on a des projets qui rentrent pas particulièrement dans des cases. Donc d'où le nom de la boîte, Happy Misfits, en anglais, en français, les marginaux heureux. Il y a vraiment cette idée d'aller chercher des gens qui ont des voix, un peu différentes de ce qui se fait, qui ont des projets intéressants, qui ne trouveraient pas forcément une maison ailleurs, les accompagner et surtout mieux les rémunérer et construire un truc ensemble. Donc on part d'une entreprise à la base, mais le but c'est vraiment d'essayer de construire un collectif artistique autour de ça, parce que l'économie étant ce qu'elle est, si jamais la maison d'édition se casse la gueule, le but c'est que Happy Misfits survive au-delà du statut de SAS. Ok, d'accord. Et toi, du coup, t'as cofondé Arc. Tu peux un peu revenir dessus? Bien sûr. Effectivement, j'ai eu l'idée avec Jérémy, dont Steve parlait tout à l'heure, qui est un très bon pote, mon meilleur pote. On s'est chauffé pour essayer de créer quelque chose ensemble. Là où Steve partait sur les initiatives d'une maison d'édition à proprement parler pour commencer, et après sur un collectif, avec Jérémy, on s'est dit pourquoi pas faire un collectif directement. Ok. Voilà. Donc Arc, c'est l'acronyme pour l'atelier des récits et des créations. Ok. Puisque avec Jérémy, nous, ce qu'on kiffe, c'est écrire des histoires et créer derrière. Moi, je m'occupe de tout ce qui est illustration, création de BD, je dirais création purement graphique. Et Jérémy, il s'occupe de faire un film actuellement. Il tourne son film, son court-métrage. Ok. Et voilà, tout simplement. Et du coup, comment vous avez eu l'idée d'un peu lier? C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est assez unique de ta part, même Steve, de te dire, tu fais partie de mon équipe, tu fais partie d'Happy Misfits, mais tu peux quand même créer ton truc à côté. Tu vois, tu l'as pas non plus bloqué en le disant, à partir du moment où tu t'engages, ou tu signes avec moi, tu peux plus rien créer à côté, ce qui est pas forcément le cas tout le temps, tu vois. Ouais, mais si tu veux, ça irait un peu à l'encontre de ce que j'essaie de faire. De toute façon, de manière générale, le principe d'exclusivité, en dehors du couple, j'ai beaucoup de mal avec. Et il y a ce truc, en fait, le but, en fait, c'est de pouvoir donner un tremplin aux gens. S'ils bossent qu'une seule fois avec moi, qui sont repérés par d'autres grosses maisons d'édition, qui leur proposent des choses qui les intéressent et qui lancent leur carrière, c'est cool. J'aurais participé à ça. S'ils veulent continuer à bosser avec moi, c'est cool aussi. Et l'idée, en fait, justement, c'est que tout le monde, vraiment que tout le monde se sente bien. D'où l'idée aussi d'organiser des barbecues, tu vois, il y a vraiment un aspect communautaire. Et si tu commences à enfermer quelqu'un dans des contrats, en fait, via des clauses de contrat, dans tous les cas, il y aura toujours en fait ce rapport de force, en fait, finalement, ce rapport des limites de supérieur à subordonné, alors que finalement, c'est même pas mes employés, en fait, c'est juste des gens avec qui je travaille contrat par contrat et avec qui on a envie de créer des choses, avec lesquelles on se retrouve, en fait, artistiquement, on va dire. Donc voilà. Et toi, tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, parce que tu disais que tu étais journaliste, bossé notamment pour Comics Vlog. Et comment là, tu vois ton rôle aujourd'hui en tant qu'éditeur? Parce que, comme je disais, la maison d'édition, elle est récente.
Donc toi, tu apprends aussi au fur et à mesure à être en contact avec toutes ces personnes-là, j'imagine. Alors, toutes ces personnes-là, tu parles de la presse? Non, Non, de tous les artistes artistes. que tu Ouais, que tu interviews. donc du coup, j'étais journaliste pendant un moment. Sur la fin, j'écrivais pour Comics Blog. Bon, ça, je fais pas mal de choses. J'ai fait de la presse pour enfants, des docus d'histoire. Et donc, ouais, en tant qu'éditeur, donc à l'époque, du coup, j'interviewais des auteurs, c'était cool. Quand je travaillais pour Comics Blog, j'avais des liens avec des maisons d'édition qui m'envoyaient des services presse, c'était cool. Du coup, passer quelque part de l'autre côté de la barrière, en fait, je le sens pas vraiment dans le sens où j'ai pas du tout l'impression d'être un éditeur, on va dire, quelque part, dans le sens où je m'identifie absolument pas en fait aux gros acteurs, dans le sens où je fais absolument pas ce que eux ils font. Il y a ce truc où déjà je suis le seul à gérer la structure. Donc ouais, ce que je fais au quotidien, ça va être déjà retrouver de nouveaux dessinateurs, leur proposer des projets qui leur vont. Je fais de l'écriture aussi quand j'ai le temps. Tout ce qu'on sort sera en français et en anglais, dans le but de pouvoir toucher un public le plus large possible dès le début. C'est moi qui m'occupe de toute la traduction. Et il y a ce truc où... Je me ferais dessiner, frère, vraiment. Il y a ce truc où, en fait, du fait en fait, que je travaille qu'avec des gens qui n'ont jamais été publiés avant, autant toutes ces personnes sont talentueuses, autant il va y avoir un degré de maturité ou de professionnalisme qui va vraiment différer d'un individu à l'autre. Et il y a des moments où en fait tu vas devoir accompagner les gens, essayer de les rassurer. C'est une partie de mon taf que je suis full en train d'apprendre. Enfin, dans tous les cas, je l'apprends sur le tas. J'ai pas fait de formation pour être éditeur. C'est juste que j'ai analysé le marché pendant super longtemps et je me suis dit tu vas-y. connaissais bien aussi, tu avais quand même une expertise. Donc... Ouais, carrément, je me lance pas à l'aveugle. Mais ouais, il y a ce truc où, enfin, c'est con, mais quand je travaille, j'ai pas forcément, je me sens pas en train de travailler, tu vois. Je suis en train de lire des histoires, en train de commenter des pages, et que quand je fais de l'administratif, en fait, finalement, que je me sens en train de travailler, tu vois. C'est comme tout le monde. Oui. C'est le moment le plus Bienvenue en compliqué. France. Oui, c'est ça. Et toi, du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton travail au sein d'Happy Misfits, sur le projet sur lequel tu es en train de bosser? Et après, Steve nous dira comment il te gère, si tu es une personne, il a une personnalité facile ou pas, comme il disait, comme il apprend. Ah, c'est pas tant des personnalités, c'est plus qu'il y a des gens qui ont plus besoin d'accompagnement que d'autres. Oui, c'est normal. Et on en parlait la semaine dernière en plus. Alors moi, pour Happy Misfits, du coup, je suis coloriste principalement. Je bosse sur une centaine de pages qui sont dessinées par Akram, qui est un collègue, donc un de nos artistes. Et du coup, je vais accompagner Akram pour la couleur et je m'occupe donc du coup finalement de faire le rendu final à l'aide de leurs instructions. Ok. Parce que du coup, je vais lire les scripts en amont qui me sont communiqués. Et Steve, comme Akram, vont me donner davantage d'informations sur leur vision en fait de la chose. Mhm. Je vais me baser sur la charte graphique qui m'est donnée aussi, puisqu'il y en a toute une panoplie de documents sur les personnages, sur un peu tout ça. Et je vais produire un premier shot, peut-être même un deuxième, forcément un troisième derrière, Oui. parce que voilà, ça va être des pages qui vont être revues et revues, mais voilà, je m'occupe de toute cette partie couleur sur ces pages-là, sur ce chapitre-là. Ok. Et tu fais aussi, du coup, à côté du manga, donc je crois que toi, tu dessines plus un peu le style manga. C'est ça. Pourquoi le manga? Pourquoi t'es tombé dedans? Comment c'est arrivé? C'est arrivé, franchement, Club Dorothée. Mais et tu peux encore, dire, et hein. encore. Non, mais en vrai, je suis même un petit peu jeune pour le Club Dorothée, mais ces émissions. En fait, je suis un petit frère, donc j'ai une grande sœur qui m'a un peu montré l'exemple, qui dessinait aussi un peu Ok. quand elle était jeune. Et en fait, comme tout petit frère, j'ai suivi. Et en fait, ça m'a pas lâché. Je me suis vite sensibilisé au manga et c'est ce qui m'a le plus plu, en fait. Après, j'ai découvert le comics. Et en fait, je voulais impérativement, je dirais, un peu reproduire tous ces mangas que je lisais dans leur style, et c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Et du coup, je continuais. Donc là, si tu as des mangas à nous citer qui se rapprochent un petit peu du style sur lequel tu... En ce moment, je m'inspire beaucoup du travail sur My Hero Academia. Ok. J'ai pas le nom de l'auteur. Si, Korei Horikoshi. Ok. Et après, j'ai grandi avec Naruto, Dragon Ball, voilà, c'est ce que je faisais. Mais aussi, on a des artistes en France, comme Xavier Houssin, qui bosse chez Ankama. Donc, il a bossé sur Wakfu. Ok. Et il a fait un peu toute la DA sur les jeux Wakfu, sur Waven. Et j'ai beaucoup kiffé aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, je dirais pas à proprement parler du manga, mais ça se rapproche. Et j'aime, ça m'inspire beaucoup la façon dont il dessine. Et voilà.
Et donc, toi, tu as la volonté avec Arc ou avec Happy Misfit de devenir complètement indépendant et de vivre de ça? Idéalement, c'est le projet. Maintenant, factuellement, je me rends compte que ce sera un sacré défi qui est pas irréalisable, mais idéalement, ouais, j'aimerais pouvoir ne serait-ce qu'essayer, voir si je peux mener une vie autour de nos créations, de l'aider miennes, et puis même plus largement en tant qu'artiste, essayer de même accomplir, que ce soit même donner des cours de dessin, Ouais. et puis avoir quelques activités annexes dans ce domaine-là, mais ouais, c'est l'idée. Ouais, c'est normal d'avoir peur, enfin, justement, même pour toi au niveau de l'édition, parce que le marché aujourd'hui, il est hyper compliqué sur l'édition. On le dit, hein, on parle de communauté de niche de 4% de lecteurs dans le comics en tout cas, mais toi aussi, ce qu'il faut savoir, c'est plus large parce que ça mélange plein de styles avec justement le manga, la BD, mais quand même, le livre a du mal aussi des fois à se vendre, que tu as beaucoup de concurrence, comme même en étant artiste. Moi, je vois tous les artistes qui veulent se lancer. Ça vous fait peur un peu? Il y a eu un peu de réflexion ou à un moment donné, on se dit, bah, autant tenter et lancer son projet? Ouais, bon, ça fait peur dans le sens où, ouais, c'est sûr que c'est pas gagné d'avance et qu'il y a plus de chances de se casser la gueule qu'autre chose. Maintenant, en termes de chiffres purs, depuis 2019, les chiffres de vente de BD en France augmentent. En tout cas, ils ont augmenté, maintenant ils stagnent, mais la BD vend pas mal. Après, c'est toujours les mêmes choses qui vendent dans les rayons. C'est aussi pour ça que je fuis les rayons. C'est pour deux raisons. C'est que les gens qui vont en librairie, qui vont à la FNAC, bah, généralement, en fait, vont acheter les mêmes choses. Ils savent ce qu'ils vont acheter. La vérité, c'est qu'il y a très peu de curiosité. Et surtout, en fait, il y a le fait en fait, que du fait que je suis un éditeur pas connu et que je travaille qu'avec des auteurs qui sont pas connus, on serait juste perdu dans les rayons. Et au-delà de ça, en fait, justement, pour pouvoir rémunérer les gens à hauteur de 30%, factuellement, en fait, pourquoi est-ce que les auteurs sont mal rémunérés? Parce qu'en fait, il y a trop d'acteurs. Il y a de l'auteur à la personne qui va acheter et lire l'œuvre. On va trouver donc l'éditeur, le distributeur et le libraire. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte en fait que c'est trop. Et il y a plein de gens en fait qui veulent abstraire ce modèle. Je suis absolument pas le seul. Typiquement, j'en parlais il y a pas longtemps dans la newsletter. À Lille, il y a la librairie Crowdfunding qui, elle, va abstraire l'éditeur et le distributeur et qui va distribuer que des gens qui sont auto-édités. Moi, je prends le problème de l'autre côté. Tout le monde est d'accord à chaque fois sur le fait qu'il faut abstraire le distributeur. Et du coup, moi, j'abstrais du coup le libraire et le distributeur. Et donc, je vais faire principalement de la vente en ligne. Donc, on a un site dédié sur lequel il y a une boutique et déjà notre première BD qui est dispo dessus. À partir du mois d'août, on va commencer la lire. À partir du mois d'août, on va commencer sur notre newsletter pour ceux qui ont l'abonnement payant à diffuser 2 histoires courtes par mois. Au bout de 12 mois, ceux qui ont été abonnés pendant les 12 mois recevront un bouquin qui compile les 24 histoires qui ensuite, pareil, sera dispo en vente sur le site. Et surtout, on va faire des campagnes participatives. Et il y a ce truc, c'est que l'économie de la campagne participative, en fait, sur la BD marche vachement bien. Moi, comme je fais de l'anglais et du français, je vais passer par Kickstarter. Sur Kickstarter, les chiffres sont complètement fous. Enfin, j'ai ceux de, je crois, 2019, 2020, 2021, je crois. Pas encore eu ceux de 2022, mais ouais, c'est dingue. Je crois que c'est en 2019, 19 millions investis dans de la BD sur Kickstarter. C'est énorme. Après, tu arrives sur du 23 millions et tu pètes les 30 millions arrivé en 2021. 86% de projets financés. Les gens, ils veulent lire de la BD. Et il y a deux types de personnes. Il y a ceux, justement, qui vont suivre leur série. Donc les trucs qui marchent bien, genre du Astérix, du Walking Dead qui vont toujours, du Batman qui vont toujours. Ouais, C'est du Largo Winch, des séries, tu sais, qu'elles vont partir. Et après, tu as des gens qui sont curieux et la vérité, c'est qu'ils vont pas forcément dans les rayons. Ils vont chercher, justement, ils vont avoir cette envie, en fait, quelque part d'objets rares, d'exclusivité. Et c'est là, en fait, que, justement, cette approche, elle tient la route parce que le public est là. Maintenant, l'enjeu, justement, c'est déjà de leur dire qu'on existe. Quoi. Ouais. Ouais, attirer leur attention et réussir à les convaincre avec ce qu'on vend. Et financièrement, il y a un truc à faire, c'est sûr. Maintenant, ouais, c'est pas forcément un modèle traditionnel. On est sur une économie qui finalement est assez récente. Ouais. Mais aussi, c'est pour ça que ça reste un univers de tous les possibles finalement. Ouais. Donc, je pense que autant on peut se casser la gueule très très vite, autant potentiellement on peut être là pendant longtemps. Ouais. Non, mais c'est une vraie question de comment on monte l'indé aujourd'hui. Justement, ta stratégie un peu de passer par des newsletters payantes ou de faire du financement UL, ça passe par là parce qu'en boutique, avec le marché qu'il y a aujourd'hui et le nombre de
de lecture, le libraire va prendre évidemment ce qui va vendre le plus facilement parce que lui, il a besoin de faire du chiffre, parce qu'il a beaucoup moins de place et qu'il va peut-être pas tenter de jouer de l'indé sur des noms qu'il connaît pas, à part quand c'est les amis d'eux. Enfin, moi, je vois bien avec Maxime de Close Call, les librairies qui ont tenté, qui ont joué le jeu, c'est des personnes où il est allé les chercher personnellement et que c'est devenu des amis. Donc là, ils ont mis un billet dessus, quoi. Ouais. D'ailleurs, félicitations à eux pour avoir réussi leur campagne. Ouais. C'est très cool. Et tu vois, pareil, tu vois, c'est la preuve que c'est possible aussi, tu vois. Ils ont visé que le marché français. Ils ont pas encore une fanbase énorme. Et leur campagne a marché, tu vois. C'est cool. Maintenant, imagine s'ils avaient fait ça à l'international, tu vois. Ouais. Ça aurait pu aller encore plus loin, tu vois. Ouais. Il y a de quoi avoir peur, mais aussi il y a de quoi être confiant aussi, finalement. Ouais, complètement. Tu as un objectif, toi aussi, un peu d'international dans les productions sur Arc ou... Là, tu poses une question. C'est comme ce podcast, j'y ai pas pensé. Genre, j'y ai pas réfléchi. Maintenant, si tu dois me poser la question, franchement, why not, hein. Why not Après, déjà en France, là, depuis notre rencontre, et même un petit peu avant, mais en fait, depuis le Covid, parce qu'après tout s'est enchaîné, on s'est rencontrés. Mais déjà, depuis le Covid, c'est le cas pour beaucoup de personnes, je pense, dans le monde. Moi, je me suis un peu demandé ce que je foutais là, dans un boulot qui ne me plaisait pas et qu'est-ce que je faisais, en fait. Et donc, j'ai pris mon courage, j'ai retrouvé mon courage. Et pour revenir sur la question de la peur de se lancer, je crois que personnellement, j'en ai eu un peu marre de flipper. Ouais. Parce que oui, ça va pas être facile et c'est très... comment dire, rien n'est sûr, tout va être très fébrile, pardon. Mais en fait, c'est la passion qui prend le dessus. Donc effectivement, le marché, il est ce qu'il est. Même en tant qu'artiste simple, illustrateur ou quoi, lorsque tu vois sur Instagram, le marché, il est noyé. Il y a des gens qui sont talentueux, mais il y en a plein. Ouais. Donc se démarquer est compliqué, mais en fait, tant qu'il y a du kiff, et tant qu'il faut... Enfin, après, il faut aussi savoir bien se démarquer et pour revenir sur la partie de la niche, trouver son public. Ouais. Et c'est un autre travail finalement que être artiste. Ouais, complètement. C'est vraiment un autre boulot qui est pas désintéressant non plus, mais qui fait partie du package, je dirais. Ouais, il y a une autre réflexion, parce que comme tu disais, la proposition d'artistes et de talent, elle est énorme. Aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'on peut avoir dans des styles différents, mais on se rend bien compte que juste, c'est pas déjà juste, parce que moi, faire une maison, c'est déjà compliqué, mais bien dessiner, c'est pas que ça. Il n'y a pas juste en dessinant bien. Moi, je connais une illustratrice que j'aime beaucoup, Stéphanie Lavo, qui a un style incroyable, et c'est pas pour ça qu'elle est encore... elle est toujours en démarche pour bosser soit sur DC, soit sur Marvel, parce que la proposition est énorme. Et il y a aussi l'enjeu de la communication qui est important. Même Maxime Garbarini, il en parlait qu'aujourd'hui, un dessinateur ou une dessinatrice, il faut aussi qu'il fasse du marketing, de la communication, il faut qu'il sache gérer son site, etc. Ça, c'est quelque chose que tu commences à réfléchir aussi de ton côté. Ouais, c'est quelque chose en réalité auquel j'ai pris conscience assez rapidement et face auquel j'ai paniqué au début, parce que vraiment, comprendre, c'est typiquement ton travail, on en a parlé la première fois qu'on s'est rencontrés. Je respecte et vraiment je suis admiratif de ces personnes qui vont avoir plusieurs vies, qui vont avoir encore, je sais pas, un travail à mi-temps, se lancer dans leur passion, quelle qu'elle soit, en fait, artistique, s'improviser être community manager de son propre compte, s'improviser marketeur derrière. Il y a des personnes qui réussissent à s'en sortir là-dedans et à avoir une fanbase vraiment très, très haute, mais c'est du boulot. Et c'est... Ouais, j'y réfléchis, je sais où sont mes lacunes. Après bon, ça fait partie du taf, quoi. Mais ouais. Du coup, il y a au moins une de tes BD qui va être en français, en anglais, dans tous les cas. Super. Bah ouais, c'est cool. Je peux même la traduire en vrai, si t'as besoin. On verra ça, parce que du coup, justement, il bosse sur un manga, et du coup, qui sera à la fois estampillé Arc et Happy Misfits. Super. Ouais. Du coup, que nous, on prépubliera à travers la newsletter. Ouais. Qu'on publiera sûrement aussi par la suite, quand on aura assez de matériel sur papier. Ouais. Donc, la vraie première collaboration entre les deux boîtes, en fait, va se traduire sur ça, donc par un manga qu'il écrit et qui dessine. Et le titre, on peut l'avoir ou pas encore ? Oui, le titre, c'est Super Spirited Handball. Ok.
Et si je dois pitcher, c'est un sport entre la balle au prisonnier et un pool renard vipère, pour ceux qui ont le rêve. D'accord. Et c'est Et- stylé. Parce que c'est toi. C'est parce que c'est moi. Et c'est Un petit peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu t'entraînes si tu veux gérer tes réseaux sociaux. c'est ça, je m'exerce. Et ouais, voilà, le premier tome devrait sortir en septembre. Ce sera un tout petit bouclette mignon. C'est fait pour être mis dans la poche, être consommé rapidement, mais qui fait... On va même faire un carton avec le carton de joint. Avec Ah la oui, couverture. très bien, Franchement, très bien. c'est très stylé. On mettra un petit bip. Là. Je sais pas, avec YouTube, tu sais, maintenant c'est compliqué. On Ah peut oui, plus c'est vrai. rien dire. YouTube. Mais non, t'inquiète pas. Non, mais lisez tout ce qu'on va faire. Voilà, à peu près tout. Justement, on parlait des enjeux de la com. Toi aussi, tu t'es posé cette question. Et du coup, nous, on s'est rencontrés au Paris Fan Festival et tu avais besoin d'une personne qui gère un peu les réseaux sociaux. En partie aussi pour ça qu'on se retrouve ici parce que bah, voilà, maintenant on collabore ensemble et que bah, ça se passe super bien. Et donc, ouais, à quel moment toi tu t'es dit, bon, là, je peux plus gérer ça, trop compliqué. Très vite en fait. Parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mal de choses à gérer déjà dans la boîte de base. En plus de tout ce que j'ai à faire, je suis censé être scénariste. Je galère déjà pour trouver le temps en fait J'aime bien d'écrire. Je suis censée En fait, être scénariste. j'ai des dessinateurs que j'ai déjà payés avec qui j'ai signé des contrats qui sont juste en stand-by en train d'attendre que je leur envoie des scripts, tu vois. Et Ouais. toutes les semaines, je leur dis, c'est sûr, la semaine prochaine, c'est la semaine où je fais qu'écrire. Ça se passe jamais comme ça. Ouais. Et à côté, il y avait justement les réseaux. Et bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, je vais faire que de la vente en ligne. Et il y a ce truc où arrive un moment, bah, pour pouvoir vendre des trucs à des gens en ligne, il faut qu'ils sachent que tu existes. Ouais. Et donc au début, j'essayais de gérer le compte Instagram par moi-même. C'était un enfer. Il y avait des semaines où je pouvais poster 3 trucs et après 3 semaines où je postais plus rien. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au Paris Fan Festival, justement, j'ai rencontré Maxime, dont tu parlais tout à l'heure. Du coup, qui lui gère Close Call et on a des enjeux assez similaires. Et il m'a posé cette question fatidique, c'est comment tu fais pour gérer la com? Et je lui ai dit, je gère absolument pas. Bon, t'avais quand même créé le compte, il y avait quand même du contenu, t'avais le stand au Paris Fan Festival, c'est cool déjà. Le niveau 1. Voilà, Niveau c'est un ça. Instagram. T'avais les petits champignons dans Mario. Et du coup, c'est vrai qu'il m'a parlé de toi. Donc toi, je savais qui t'étais parce que bah, je suivais le corner avant. Le Gomis Corner, ouais. Ouais, donc bah, du coup, je voyais qui t'étais sur les réseaux, quoi. Et voilà, c'est vrai qu'il s'est proposé de nous faire se rencontrer et ça a très bien marché. Et je suis beaucoup plus serein sur cet aspect maintenant. Ouais, mais tu sens que du coup, ça te libère une charge Ouais, mentale carrément, pour t'occuper un peu plus des autres projets. Ouais, carrément. Ouais. J'ai pu me poser cette question de ah putain, ça fait tant de temps que j'ai pas posté. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais pour aller chercher les gens? Enfin, il y a ce Ouais. truc où justement l'accompagnement que tu me proposes, en fait, déjà il y a une libération d'esprit qui est ouf. Puis pareil, il y a aussi une expertise, même que ce soit l'aide du collectif qui nous accueille ici aujourd'hui. C'est cool de se sentir accompagné. Et du coup, bah, on peut un peu teaser, mais il y a aussi pas mal de projets où on va avancer sur de la vidéo parce qu'il y a aussi les enjeux qu'on a aujourd'hui, qu'on ne peut pas passer à côté des plateformes comme TikTok. Donc, c'est pas juste de montrer tes dessins et de mettre des visuels. Il faut incarner les marques. Il y a aussi l'idée de Twitch. Ça, vous êtes OK avec ça? Parce qu'il y a aussi le côté, que ce soit en tant que dessinateur ou même en tant qu'éditeur, c'est des métiers où on aime bien être dans son coin. C'est sûr que voilà, on aime discuter avec les autres, mais là, il y a aussi l'aspect de se dévoiler un peu plus. Ouais, après, je pense que autant les gens avec qui je travaille viennent tous d'horizons différents, autant ils ont tous un point commun, c'est que ils ont vraiment tous faim, ils ont vraiment tous envie de faire quelque chose. C'est pas juste pour passer C'est le pour ça temps. qu'ils viennent au barbecue, Exactement. parce qu'ils ont faim. Humour. Voilà. Ouais, enfin, tu sais, en fait, il y a ce truc où, a priori, si tu prends la peine de venir bosser avec moi, donc une maison d'édition qui sort de nulle part, qui prend pas mal de risques, généralement, c'est que derrière, tu as aussi des objectifs personnels, tu vois. Toutes ces personnes, aussi timides puissent-elles être, il y a ce truc où quand je leur ai dit, bah voilà, il y a un moment, on va devoir commencer à faire des vidéos, tu vas devoir te présenter et répondre à des questions. Ça leur fait pas peur parce qu'ils ont aussi conscience des enjeux de communication. C'est pas parce qu'eux-mêmes sont sur les réseaux, on voit exactement. bien aussi comment ça se passe. Mais du coup, eux-mêmes ont un peu du mal avec ça. Et il y a aussi ça que je propose finalement à travers ma structure, c'est que moi j'ai un budget à investir dedans. Et du coup, c'est pas juste eux qui se mettent en avant. Je pense qu'il y a aussi le fait que
finalement la maison d'édition serve de proxy, on va dire. C'est en mode, c'est pas moi, chez moi, qui vais faire mes vidéos. C'est OK, je fais une vidéo finalement parce que l'éditeur me le demande. Ouais. Donc, il y a aussi cette démarche, finalement, je pense, qui est même humainement plus facile, en fait, à entreprendre. Quelqu'un va te demander de le faire, bah cool, tu vas le faire. Et ça participe autant à leur promo qu'à la promo de la boîte et de ce qu'on est en train de faire. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on a trouvé un juste équilibre et que c'est vraiment pas une question. Ouais, et puis surtout le fait qu'on on débute plus ou moins tous, en tout cas, dans cette vie artistique. Et en fait, il y a ce petit côté, moi, c'est comme ça que je le ressens. À chaque fois qu'on se retrouve, il y a ce petit côté où on se serre un peu les coudes, tu vois. De solidarité, ouais. Ouais, carrément. Typiquement, la dernière réunion qu'on a fait avec l'équipe, on a joué carte sur table par rapport à Twitch. Et moi, j'en suis ressorti avec un consensus, on s'était tous mis d'accord et c'était un peu libératoire parce qu'il y en a qui ont confié leurs craintes par rapport à ce travail que certains n'avaient jamais fait, ou simplement de se sentir accompagné parce que certains d'entre nous avaient davantage d'expérience. Et toi, ça te va du coup sur cette partie-là ou c'est... Moi, ça me va, ouais. Ça me va. C'est encore quelque chose que j'explore parce que il m'arrive de streamer de moins en moins. Mais il m'arrive de streamer et ça me va. C'est un exercice qui reste plaisant. Alors, je ne vais pas taper mes meilleures planches pendant le stream parce qu'il faut l'animer, mais mais ça reste cool. Et puis, mes quelques une petite année en fait que je stream et des personnes qui reviennent régulièrement, c'est cool parce que c'est des personnes, j'ai l'impression d'être avec des potes parce qu'il y en a certains qui reviennent, on n'est pas nombreux, hein, mais depuis le début ils sont là. Il y a un côté un peu amical à Twitch, c'est stylé, différent de YouTube, dont l'idée aussi qu'il y a plein de youtubeurs et youtubeuses qui sont partis parce qu'il y avait le chat en direct où tu peux plus communiquer facilement. C'est vraiment cool. Ouais. Et quel est votre regard globalement sur la com de la BD en général, justement avec l'arrivée de Twitch, avec TikTok, le fait de communiquer quand tu es en festival, est-ce que vous avez un avis un peu dessus? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas actuellement? Donc là, en fait, pour la vidéo, il y a un grand moment de blanc. On coupera pour le podcast. Non, mais question pas facile, j'avoue que quand je la pose... je t'avoue que perso, je suis pas énormément ce que les autres font. Pas trop de veille. Je vois, en fait, le truc, c'est que déjà, là, ce que je fais tranche vachement avec ce que la concurrence peut faire. Et en vrai, les seuls réseaux sur lesquels je vais suivre des éditeurs, ça va être Insta. Ouais. Principalement, en fait. Hein. Ouais. Insta, les pubs sponsorisées sur Instagram. Ouais. Peut-être quelques pubs sur YouTube. Le dernier tome qui est sorti dans les mangas, tu vois. Mais typiquement, globalement, j'ai l'impression que la plupart des éditeurs en fait restent assez classiques finalement dans leur approche, dans le sens où tu vas avoir la présence en festival, Instagram, beaucoup de relations presse, typiquement. Ça, je pense que c'est un des plus gros enjeux en fait finalement de leur com. Et pareil, c'est un truc sur lequel je vais me pencher aussi arriver à un moment. Je sais pas. Ouais. Plus de points de vue, on va dire, dessus. Pas de soucis. Ça rejoint, c'est marrant parce qu'en fait, on a bugué à ta question, vraiment, genre, ça sera coupé au montage, mais on a vraiment fait. Mais ça rejoint le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est que, en fait, quand tu regardes bien, il n'y a pas de com. Il n'y a pas de com, en fait. Mis à part sur les nouvelles choses, mais en fait, les gens, ou les librairies, ou les vont communiquer. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, sur le dernier Batman qui va sortir, ils ont même besoin de communiquer, tu vois. Sur la prochaine le prochain comics ou le prochain Marvel, les gens communiquent pas. Il y a plus je me vois avoir des pubs sur des mangas qui vont sortir, le dernier Boruto ou des tomes comme ça, que sur du comics à proprement parler. Ceci dit, là où il y aura de la com, c'est nous, des choses un peu indé qui sortent et même pour tout, hein, que ce soit sur les comics ou là je regardais une pub sur un nouveau jeu qui était crowdfundé, tu vois. Mais c'est plus sur les trucs indés où je vais avoir davantage de pubs. Donc peut-être qu'il y a aussi le fait où ça apparaît plus souvent dans ton feed parce que ces projets indépendants ont besoin de communiquer un maximum. Justement, tu vois, alors que sur les grandes maisons d'édition, c'est quand la dernière fois que tu as vu une pub pour Kana, genre? Là, Kana, non, je vois pas. Ou même chez DC ou chez Urban, tu vois. Après, chez Urban, ils communiquent pas mal. En fait, tout dépend de la vision de la communication qu'ils ont et s'ils prennent quelqu'un ou pas. Urban, pendant un petit moment, ils avaient personne à la communication. Celle qui prenait les réseaux sociaux a été plus chargée de presse et de marketing, donc c'est pas les mêmes métiers, elle avait pas le temps. Donc là, ils ont pris une vraie CM, si c'est pas abusé, c'est une fille. Et
Et du coup, ils font des trucs un peu marrants. Ils se sont mis sur TikTok. Par exemple, ils te font gagner ta taille en BD. Ok, Des ouais. trucs comme ça. Je l'ai grave vu passer. Ouais, ça marche bien. C'est des trucs de concours. J'ai du Twitter aussi. J'ai fini donc de on participer, du coup, je trouvais ça très cool comme initiative. Ouais. C'était pas mal. Ils vont chroniquer des titres, en tout cas en parler. Et je pense que. qui fait ça aussi. Et je pense qu'ils sont. Moi, j'aime bien, en tout cas, ce qu'ils font. Pas parce que je suis plus urbaine que Marvel, parce que je lis un peu des deux. Mais en tout cas, ils ont à cœur de mettre des titres un peu plus différents. Pas forcément indé, parce que à partir du moment où c'est Urban, c'est pas de l'indé. Mais ils vont pas communiquer que sur le dernier Batman. Ils ont fait pas mal de bruit pour Layla Starr, pour The Nice House on the Lake, qui est des titres, tu vois, plus indé. Où, par exemple, ce titre-là, il a beaucoup marché parce que c'est de l'horreur, parce qu'il n'y a pas de super-héros, etc. Donc, je pense que... Et c'est en lien aussi avec la volonté d'Urban d'être de plus en plus en festival. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que tu vas être en festival et tu communiques plus, mais en fait, tu vas être plus proche des gens. Et c'est pas juste pour le bonheur d'être proche des gens, c'est aussi parce que ces gens-là, Tu fais plus de chiffres. plus tu crées un lien, plus ils vont acheter et Bien plus sûr. ils font vivre ta marque, quoi. Mais à l'inverse, ce que fait Panini Comics, il n'y a rien. C'est très, très pauvre. C'est très, très pauvre. C'est bien. Ouais. Pour finir, peut-être revenir un petit peu, pour finir le podcast et la vidéo, les projets que vous êtes sur actuellement, donc là, surtout toi, Wants to be a God, pourquoi les gens, ils devraient lire vos projets? Pourquoi ils devraient vous suivre? Vous avez 2 mots. Non, Vaste question. On parlait de communication. Eh ben, il est temps de répondre à cette Ouais, communication. déjà, ouais, découvrir de nouveaux artistes. Là, que ce soit en nous suivant sur Instagram ou en s'abonnant à la newsletter, on commence doucement à teaser un peu les projets qui arrivent et on travaille avec des artistes ultra talentueux que vous trouverez que chez nous, en tout cas pour le moment. Et ouais, on a confiance en nos Je voyais que histoires. tu faisais pas d'exclusivité. Non, mais en tout cas, pour le moment, je les occupe assez pour qu'ils aillent pas bosser ailleurs. Ouais, c'est de boulot pour là. Ouais, non, enfin, on a. Enfin, je sais pas, on est confiant dans ce qu'on fait et on bosse avec des gens cool. Maintenant, de toute façon, nous suivre sur les réseaux, ça coûte rien. Ouais. Donc, ouais, je veux dire aux gens, venez nous suivre, regardez ce qu'on poste et quand on va commencer à diffuser des histoires. En août et en septembre, on va en diffuser 2 gratuites, qui sont gratuites pour tout le monde pour que justement les gens puissent. C'est un peu l'approche du dealer, c'est tu goûtes notre cam et ensuite on espère que tu reviendras acheter. Mais ouais, non, je sais pas. À part le fait qu'on est confiant et qu'on est entouré en fait que de gens talentueux. C'est bien Je pense déjà. que c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est déjà bien. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que en vrai, dans la passion en fait. Là, le fait d'être entouré de personnes qui partagent à peu près le même, de façon plus ou moins égale, mais je dirais le même départ et cette envie de manger en fait. On a juste faim de créer. En tout cas, moi, c'est la posture dans laquelle je me mets. Ouais. Et donc, du coup, de cette passion et de cette envie de donner va forcément découler quelque chose, et quelque chose de très stylé. Et je pense que ça va se ressentir beaucoup dans la qualité de nos œuvres. Et c'est pas quelque chose... Enfin, ouais, je pense que c'est pas quelque chose à rater, en fait. Bah, parce que quand il y a de la passion, il n'y a pas de mensonge. Donc, du coup, ce sera que du positif, ouais. Et ouais. Tout ce qu'on fait sera très honnête. Ça, c'est pas souvent. Bah, merci beaucoup les gars pour ce moment, c'était très très cool. Merci à toi. Voilà, n'hésitez pas, maintenant vous avez toutes les infos pour suivre Happy Misfit Publishing, Arc aussi, et puis tous les talentueux artistes, talentueuses et talentueux artistes du collectif. Franchement, j'ai très hâte de voir comment ça va avancer parce que c'est tout début, là c'est les prémices. Et puis vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Comme dans ta bulle, à suivre le travail qu'on fait avec le collectif Le Réseau et toujours à écouter le podcast dans vos petites oreilles. Et puis on vous dit à bientôt. Salut!